French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Nous sommes ce qu'on peut appeler une pre-money startup, qui peut se traduire comme petite entreprise qui s'est autofinancée pour l'instant avec des petites levées de fonds et des bourses, et qui a réussi à créer un prototype qui est assez avancé pour demander une levée de fonds de type Series A. Alors Series A, c'est vraiment la première levée de fonds qui est conséquente, qui est faite par des investisseurs professionnels. 8 millions de dollars, donc nous demandons 8 millions de dollars, qui peut paraître un petit peu élevé, mais en fait c'est un montant tout à fait honnête et normal, comparé aux 150 milliards de dollars annuels que le traitement du cancer coûte aux États-Unis. Et puis pour 8 millions de dollars, ça va nous permettre d'embaucher les employés dont on a besoin et de finir ce prototype pour qu'il soit utilisable en clinique et qu'on puisse obtenir la très haute qualité d'image que nous espérons et que nous voyons pour l'instant avec le petit prototype, et bien sûr pour pouvoir le commercialiser plus tard. En quelques mots, en quelques phrases, l'essentiel est dit. Ziteo Medical est une petite start-up qui ne va pas rester longtemps petite. Sauf que, dans ce French Boss très particulier, l'essentiel est supplanté par l'accessoire et que cette start-up restera à vie dans l'ombre de celle qui l'a créée. Salut à tous, nous accueillons aujourd'hui une scientifique française de haut vol qui vit dans la Silicon Valley, Lucille Dauphie, mais nous accueillons surtout une femme dont l'histoire est proprement stupéfiante, une histoire qui mêle étroitement le personnel et le professionnel. Cette histoire pourrait à l'évidence donner naissance à un film dans lequel de grands malheurs se termineraient en happy end. Retour 25 ans en arrière et l'hésitation qu'a Lucille sur le choix de ses études, ingénierie ou économie, déjà les prémices de ce qu'elle est aujourd'hui, elle choisira la science, l'ingénierie. Et en l'occurrence, c'est l'école polytechnique qui l'accueille dans son établissement féminin de Sceaux, près de Paris. Elle y fait le choix de se spécialiser dans la physique atomique, cette science que l'on peut utiliser aussi bien en matière de réacteurs nucléaires, par exemple, que de médecine. C'est de ce secteur médical que Lucille va se rapprocher en poursuivant ses études au Texas par un doctorat en application des radiations pour la médecine. La route, tant personnelle que professionnelle, cette route est maintenant tracée. Elle aura pour cadre les États-Unis que Lucille ne quittera plus jamais. Plusieurs événements vont dorénavant se succéder qui façonneront et feront évoluer la jeune femme. Lucille Dauphie est avec nous dans French Boss depuis San Francisco. Le début de ma carrière commence pendant mon doctorat que je fais à Texas A&M University au Texas. Je fais ce doctorat de 1998 à 2003 et dès 2001, je commence à faire des stages d'été en dehors de l'université. Je l'ai fait au centre de recherche de Livermore, qui est un centre de recherche équivalent au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique en France. En 2001 et 2002, je fais un stage et je le fais en physique médicale, la physique médicale, c'est la physique nucléaire appliquée à la médecine. Donc, je travaille sur le traitement du cancer, sur la dosimétrie du traitement lié à la radiothérapie. En 2003, je finis mon doctorat et je suis embauchée par ce centre de recherche à Livermore où je commence un postdoc. Je fais pas mal je travaille sur le même projet de radiothérapie, mais un fait important qui est arrivé 2 ans auparavant, le 11 septembre 2001, change tout. Donc le 11 septembre 2001, attaque terroriste sur le sol américain, et ça change beaucoup de choses évidemment partout dans le pays, mais aussi dans la recherche. Et tous ces centres de recherche commencent graduellement à finir pratiquement tous les projets qui n'ont pas à voir avec la sécurité nationale.
Et malheureusement, 2 ans après avoir commencé dans le centre de recherche, toute recherche sur le traitement du cancer s'arrête et je commence à travailler pour la fusion nucléaire, sur les détecteurs nucléaires. Très bien, c'était très intéressant, mais ce n'était pas ma passion. Donc ça, c'est un des faits qui, plus tard, va me pousser à retrouver ce que je veux faire dans la vie, qui est la physique médicale. Le deuxième fait, c'est que je rencontre Lucian, mon mari, pendant mes années à Livermore, et lui est le chef du groupe d'imagerie de physique nucléaire au centre de recherche de Berkeley. C'est donc un expert en miniaturisation des détecteurs pour visualiser des armes cachées, en fait. Donc cachées dans des containers, cachées dans des camions, etc. Ça, c'est le deuxième fait. C'est très important parce qu'on va se rendre compte, bien après être marié, que sa technologie peut être employée en médecine. Troisième fait qui m'a vraiment poussé à créer l'entreprise, c'est que je suis mariée à Lucian, nous avons un enfant, et puis tout va bien, et je commence à faire des fausses couches. Donc j'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4, et à chaque fois j'ai des ultrasons, j'ai une échographie pour s'assurer que tout va bien. Donc tout va bien. Après la 4e fausse couche, ma gynécologue n'est pas là, elle est en vacances. Et donc, une autre gynécologue me voit, me fait cette échographie, et là, oh mon Dieu, vous avez 3 kystes d'une énorme taille, d'une taille d'un pamplemousse. Il faut absolument, ils peuvent être cancéreux, donc il faut absolument s'en occuper tout de suite. Alors annulez tout et vous allez avoir une opération dans 2 semaines. Et c'est vraiment le moment décisif qui m'a poussée à faire ce que je voulais faire dans la vie. Donc l'opération vient, tout va bien, il m'enlève les kystes qui ne sont pas cancéreux. Donc tout va bien. Mais après, avec Lucian, on se regarde et on se dit, mais enfin, au XXIe siècle, ce n'est pas normal que, primo, on ne puisse pas détecter 3 pamplemousses dans un ventre, et à ce moment-là, j'étais pas si grosse que ça, et que ça dépende tellement du médecin qui a l'imageur. Donc, voilà, c'est les 3 faits. C'est le 11 septembre, c'est le fait d'avoir rencontré mon futur mari qui était spécialiste et expert en miniaturisation de détecteurs, et le fait que j'ai tant de fausses couches que ça me tape sur la tête et que ça me dit de faire quelque chose. Et 1 an après, on commence à se gratter la tête et à savoir quoi faire. Alors on commence d'abord par travailler sur l'ultrason, et tout de suite, bien sûr, vu notre expertise, on pense déjà à associer l'imagerie moléculaire. Et c'est la création, c'est la naissance de Ziteo, qui a été créé à la fin 2011, mais on a commencé à travailler dessus en 2012. Donc il y a 8 ans déjà. C'est incroyable votre histoire, mais c'est formidable. Alors on va revenir un petit peu plus prosaïquement sur Terre maintenant, avec la création donc en 2011 de votre société, donc Ziteo. Ziteo, c'est de l'imagerie médicale qui est destinée à faciliter la chirurgie contre le cancer. Donc là, vous êtes dans la droite ligne directement de ce que vous venez de me raconter. Racontez-moi la création de la société. Racontez-moi le souvenir que vous en avez eu. Elle n'était pas très importante à vos yeux, elle était un petit peu annexe, cette création de société, non ? Alors oui, moi je voulais vraiment résoudre le problème de cette dépendance à la compétence des médecins et aussi du manque de visualisation des tumeurs à l'intérieur d'un être humain.
Lucien voulait bien sûr résoudre le problème, mais lui, il avait tout de suite compris qu'il fallait créer une entreprise pour arriver à ses fins. Et il m'a vite convaincu. Et à la fin 2011, nous créons Ziteo, que nous commençons vraiment en 2012. Aux États-Unis, il est facile de créer une entreprise. Il faut juste un petit peu de paperasse et à peu près $400 par an. Et alors, ce dont je me rappelle le plus, c'est vraiment la création de l'équipe. C'est un vrai écosystème dans la Silicon Valley. C'est, je pense, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs viennent par là. C'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui vous supportent. Il est très difficile de créer une entreprise sans avoir une équipe d'avocats. Et il y a des grands cabinets d'avocats qui nous prêtent leurs services en retour d'actions futures après une levée de fonds de l'entreprise. Il y a aussi les programmes et les accélérateurs qui nous aident dans les domaines où nous sommes plus faibles, comme le business, la commercialisation de systèmes médicaux. Et puis bien sûr, alors former une équipe, ça c'est difficile quand on a une bonne idée, une bonne technologie, mais pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus difficile. L'avantage de cette région-là, c'est que les gens aiment prendre un risque contre des actions, donc stock options. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des gens très très performants sans leur donner de l'argent parce qu'on n'en a pas, mais on les compense, on leur donne des actions. Donc l'équipe qu'on a formée au début, il y avait beaucoup d'étudiants en doctorat, très bons en performance, mais ne restant pas beaucoup, pas longtemps dans l'entreprise, car ils étaient tout de suite embauchés par Google et Yahoo pour un salaire mirobolant. Donc ce n'est qu'il y a à peu près 4-5 ans qu'on a eu les membres cœur de notre entreprise en informatique, en vision par ordinateur, en intelligence artificielle, et qui eux aussi, non seulement ça fait 4-5 ans qu'ils travaillent le soir et les week-ends contre des actions, des stock options, mais ils ont aussi investi pas mal d'argent dans l'entreprise parce qu'il faut aussi acheter, les parts, les composants du prototype, et ça coûte un peu cher quand même. Donc c'était vraiment le cœur de la création de l'entreprise, c'est cet environnement qui nous a permis d'avoir des compétences, des gens avec des compétences extraordinaires et qui aiment le risque et qui aiment mettre de l'argent dans une entreprise et qui croient en ce qu'on fait pour que le prototype marche et pour essayer d'avoir une levée de fonds. Alors Lucille, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces actionnaires dont vous me parlez, car j'ai du mal comme ça spontanément à imaginer leur profil. Alors, qui sont-ils ces actionnaires? Combien y en a-t-il? Et deuxième volet de la question, si je puis dire, est-ce que ces actionnaires, ils sont plus intéressés par le côté scientifique de l'affaire ou par le côté pécuniaire, financier? Alors nous avons plusieurs actionnaires. Les premiers actionnaires, ce sont vraiment les gens qui ont investi dans l'entreprise pour l'instant. Ce sont ce qu'on appelle des actionnaires individuels. Ce sont pas des professionnels de l'investissement. Donc évidemment, ce sont des gens qui nous connaissent ou qui connaissent bien le sujet et qui veulent non seulement nous aider, mais aider aussi le traitement du cancer. Alors nous avons à peu près peut-être 8 à 10 actionnaires. Les premiers
qui ont mis de l'argent donc l'année dernière dans l'entreprise, c'était bien sûr tous les employés ont mis de 10 à 30 000 dollars. Nous évidemment on a mis 300 000 dollars depuis le début. Et les autres actionnaires, c'est des gens qui nous connaissent depuis quelques années, qui voient qu'on n'arrête jamais, qu'on n'abandonnera jamais, et qui sont. Alors il y a un médecin, il y a un architecte qui croit vraiment en notre technologie. Il y a un investisseur qui sont pas des investisseurs professionnels, mais ce sont des gens qui investissent quand même pas mal. Ils ont pas mal d'argent par leur profession et veulent investir dans quelque chose d'autre que le marché. Et donc, ils investissent. Là, on a eu tout de 10 000 à 50 000 dollars par personne, ce qui nous permet d'avancer la technologie. Bien sûr, on ne paye personne. Tout le monde travaille en ayant des actions et en espérant que dans le futur, ces actions vaillent beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que la Silicon Valley est plein de millionnaires. C'est que ces gens-là travaillent travaillent le soir ou le week-end. Ils ont des actions d'une entreprise et cette entreprise devient Apple ou Google ou Facebook. Et donc, ils ont peut-être 100 000 actions qui, au début, valent 0,1 centime l'action et qui, soudainement, deviennent 1 000 dollars par action. Donc, ce sont des actionnaires qui, en général, bien sûr, croient vraiment en ce qu'on fait et en nous. Donc, c'est des gens qui, maintenant, nous connaissent bien et qui investissent. Voilà, vous m'avez un petit peu bouffé ma question suivante parce que vous y avez déjà un peu répondu. Néanmoins, je vais quand même vous la poser. Ça doit être satisfaisant pour vous, Lucie, de voir que parmi ces actionnaires, il y a des profils différents, il y a des profils scientifiques, mais il y a des profils qui ne sont pas du tout des scientifiques. Ça veut dire qu'il y en a qui font confiance à l'entrepreneuse, Lucille, et puis il y en a qui font confiance à la scientifique. Lucille, c'est valorisant pour vous, c'est sympa? Oh bien sûr, parce que avoir une technologie comme ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. On n'y pense pas souvent parce que c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Mais quand un architecte voit, parce que nous avons des données déjà, nous avons des données dans un patient et dans le laboratoire, ils sont c'est quelque chose qu'ils peuvent voir. Quand vous voyez, vous croyez. C'est assez simple. Je vais revenir en arrière. Donc, au début de la création de la société, vous avez le besoin de créer un prototype et donc de financer la création de ce prototype. C'est ce que vous m'avez dit. Est-ce qu'on pourrait mettre un chiffre? Combien ça coûte de créer un appareil qui va changer la vie de milliers, de dizaines de milliers, de millions de gens? Alors, coût du prototype. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'elle permet de comprendre un petit peu la différence entre les startups et les grandes entreprises au niveau innovation et coût du développement. On a mis à peu près 900 000 dollars pour créer notre prototype qui a déjà une qualité d'image bien supérieure à ce qui existe dans le monde de l'imagerie moléculaire. Ces 900 000 dollars viennent de petites levées de fonds, d'individus qui sont dans le monde de la médecine ou qui comprennent la technologie et qui savent que cette technologie va prendre le dessus. Ça vient de nos économies, à Lucienne et moi, et aussi d'une bourse d'État du ministère de la Santé, qui s'appelle NIH, National Institute of Health, ici, et qui, chaque année, donne des bourses qui s'appellent des SBIR Grants, qui vont de quelques centaines de milliers de dollars à quelques millions de dollars. Donc on a eu la chance d'avoir une de ces bourses qui nous a vraiment aidé à finir le développement de ce prototype. Alors revenons à la différence entre les grandes entreprises et les startups. Pour 900 000 dollars, on a
réussi à créer une qualité d'image exceptionnelle. Et pourquoi ? Parce que nous, en tant que start-up, on est basé sur l'innovation. C'est l'innovation, on avait cette technologie, donc on a décidé de créer l'entreprise. Alors qu'une grande entreprise comme Siemens et Philips, qui sont les grands joueurs dans le domaine d'imagerie moléculaire, eux auraient peut-être dépensé au moins 10 millions de dollars pour créer un prototype comme ça, parce que ils n'ont pas la technologie. C'est une technologie qui n'est pas basée sur une technologie médicale, mais sur une technologie de défense nationale. Donc c'est pour ça que les startups, alors c'est la base, je pense, de toutes les startups, c'est que on a une technologie qu'on veut soit développer et prendre le dessus plus tard, ou vendre. Ça s'appelle une exit, les fameuses exit, c'est vendre à des grandes entreprises comme Siemens et Philips, pour que eux aient ces technologies et qu'ils la commercialisent. D'où une grosse augmentation du prix entre ce qu'on met dans notre prototype et ce qu'on espère être acheté dans le futur. D'accord. Alors Lucille, aujourd'hui, vous allez me corriger si je me trompe. Vous avez donc votre machine d'imagerie médicale qui est hyper performante. Cette machine, est-ce que vous la fabriquez en série ? Est-ce que vous la louez ? Est-ce que vous la vendez ? Comment ça se passe ? Alors non, nous ne vendons pas encore notre système. D'accord. Nous en sommes toujours au stade prototype, mais un prototype avancé qui a déjà des images, des qualités d'image exceptionnelles, bien supérieures à ce qui existe. Nous sommes ce qu'on peut appeler une pre-money startup, qui peut se traduire comme petite entreprise qui s'est autofinancée pour l'instant avec des petites levées de fonds et des bourses, et qui a réussi à créer un prototype qui est assez avancé pour demander une levée de fonds de type Series A. Alors Series A, c'est vraiment la première levée de fonds qui est conséquente, qui est faite par des investisseurs professionnels. 8 millions de dollars, donc nous demandons 8 millions de dollars, qui peut paraître un petit peu élevé, mais en fait c'est un montant tout à fait honnête et normal, comparé aux 150 milliards de dollars annuels que le traitement du cancer coûte aux États-Unis. Et puis pour 8 millions de dollars, ça va nous permettre d'embaucher les employés dont on a besoin et de finir ce prototype pour qu'il soit utilisable en clinique et qu'on puisse obtenir la très haute qualité d'image que nous espérons et que nous voyons pour l'instant avec le petit prototype, et bien sûr pour pouvoir le commercialiser plus tard. Donc tout ça c'est encore devant vous. Je vais vous poser une question qui va être plus une question à la femme que à la scientifique. Si on résume bien, Lucille, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre et si vous n'aviez pas fait 4 fausses couches, votre vie n'aurait pas été la même. Ah oui, tout à fait. Je pense que ma vie aurait été complètement différente. Je serais sans doute restée en grande entreprise ou en centre de recherche pour essayer d'innover et de résoudre des problèmes. Mais je n'aurais pas créé une entreprise si je n'avais pas été obligée de créer une entreprise pour résoudre un problème. Aujourd'hui, Lucille, est-ce que vous vous estimez plus entrepreneuse, avec une importante levée de fonds à venir, évidemment, ou est-ce que vous vous estimez encore plus une scientifique ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que je suis scientifique de base, comme j'étais française il y a longtemps, et je suis américaine maintenant. J'étais scientifique et maintenant je suis entrepreneuse. Alors une entrepreneuse dans le monde de la science, dans le monde de la technologie, on reste toujours scientifique parce que c'est nous qui résolvons les problèmes de technologie de notre produit. Mais 85-90% du temps, nous sommes entrepreneurs. C'est-à-dire que nous passons notre temps à définir le marché de notre produit, à parler à des investisseurs, à travailler sur
le monde du business et de la commercialisation, et non plus sur la technologie. Donc, bien sûr, on travaille pas mal aussi sur l'amélioration de notre produit, mais ça, c'est plutôt les membres de notre équipe qui continuent à progresser, à faire progresser notre produit, alors que nous sommes dans le mode, donc mon mari et moi, nous sommes complètement dans le mode entrepreneur, parce que nous parlons la plupart du temps, nous travaillons sur le business plan, comme ils appellent ça ici. Donc notre mode de développement, quand nous aurons de l'argent, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent? Qui on va embaucher? Comment on va prouver que notre produit marche. Donc pour nous, c'est bien sûr les essais cliniques, et aussi comment nous allons vendre notre imageur beaucoup plus vite. Lucille, je voudrais revenir sur votre passé, qui est encore votre présent d'ailleurs, mais enfin votre passé de scientifique et tout ce que vous avez réussi à découvrir dans le domaine de l'imagerie médicale chez vous aux États-Unis. Est-ce que vous auriez pu faire la même chose ailleurs qu'aux États-Unis, ou est-ce que vous pensez que les États-Unis étaient le seul pays qui pouvait vous offrir tout ce que vous avez recherché en tant que scientifique? Alors, c'est une question difficile à répondre parce que je n'ai pas fait ça en France ou dans un autre pays, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les autres pays. Je me doute de ce qui se passe dans les autres pays à cause de ce que je lis et ce que j'entends. Mais je peux répondre pour créer une entreprise et réussir aux États-Unis. Pour moi, il n'y a pas d'autre pays qui puisse donner tant d'aide aux entrepreneurs. Je pense que c'est plus difficile en France parce que j'ai beaucoup quand même de membres de ma famille qui ont une entreprise ou une petite entreprise. Bien sûr, c'est pas une start-up, c'est une petite entreprise en construction ou oui, surtout en construction. C'est très difficile d'y arriver en France, de commencer en France pour une start-up à cause des impôts. Et puis, le système n'est pas le même. Le système ne permet pas de prendre des risques comme on prend des risques ici, et les risques sont mal vus en France, alors qu'ici, donc là, je passe aux États-Unis. Ce qui nous fait réussir, c'est la prise de risque est un côté positif. Donc si vous créez une entreprise, vous prenez des risques, vous n'y arrivez pas, ce sera positif sur votre résumé. Sachant la difficulté que j'ai eue à expliquer ce que je faisais à ma famille, à mes amis en France, que investir dans une start-up, ils pensent que c'est un gâchis extraordinaire. Je sais que la mentalité est pas du tout la même en France. Aux États-Unis, les gens vont vouloir que vous réussissiez aussi. Donc, ceux qui ont les moyens investissent un petit peu. Et puis ceux qui ont les plus gros moyens, ils ne vous aident pas toujours en vous donnant de l'argent, ils vous aident en vous donnant des conseils, en vous donnant des programmes qui vous aident en business, en tous ces domaines dans lesquels vous n'êtes pas spécialiste. Donc en technologie, évidemment, on sait, la science, on sait, mais le business, on ne savait pas grand-chose au départ. Le monde de l'investissement aux États-Unis, et puis dans le monde, on ne savait pas grand-chose. Donc on a eu 4 mois de intensifs donnés gratuitement en ayant à peu près une douzaine d'advisors. Donc de gens qui nous aident, eux ce sont des professionnels, et nous avons aussi eu tout ce qui est commercialisation, donc nous avons été aidés. Et ça sont des programmes qui existent surtout dans la Silicon Valley. Il y a d'autres endroits aux États-Unis qui essayent de faire ça, donc Austin au Texas, il y a aussi la Caroline du Nord, mais il n'y a pas à dire, cet endroit, non seulement c'est les États-Unis,
mais c'est aussi la Silicon Valley qui, sans cette aide-là et sans l'aide d'avocats, parce que les avocats vous offrent pas mal de services sans qu'ils soient payés, en espérant eux aussi qu'on va réussir et qu'ils vont avoir le fruit de leurs investissements. Les retours, voilà. Donc, je pense que s'il y a un endroit pour réussir, c'est vraiment ici. Vous êtes heureuse dans votre vie d'entrepreneuse, même si vous n'avez pas véritablement une vie d'entrepreneuse. À cela près, quand même, quand on va lever 8 millions de dollars, ça ressemble un petit peu quand même à une vie d'entrepreneuse. Vous êtes contente dans cette vie-là, Lucille? Ah, question piège. Car oui, je suis très heureuse en tant qu'entrepreneur. C'est une vie très riche car ça mélange la technologie, ce que j'ai toujours aimé, à la médecine, à la chirurgie, au business, à la commercialisation. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a le stress et l'incertitude qui viennent avec. Donc ça, c'est aussi agréable de maîtriser ça, en fait, de connaître, de maîtriser ça, et d'être sûr que le projet aille jusqu'au bout. Les startups comme nous n'existent que pour innover. Ça, c'est vraiment la grosse différence entre les gros groupes et l'innovation, parce que nous sommes créés parce que nous avons la technologie et nous créons la technologie dans le but de soit de devenir pour nous un grand groupe comme Siemens ou Philips ou GE, General Electric, ou être acheté par ces grands groupes pour que eux commercialisent notre technologie. Donc ça rend heureux dans le sens que nous innovons quelque chose qui n'existe pas, très très différent de la scientifique. La scientifique, on va faire la même chose en 10 ans, alors que là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Il sera impossible d'oublier l'incroyable histoire de Lucille Dauphy. Tout y est, la femme douée, accrocheuse, qui utilise comme vecteur de croissance les aléas de la vie, que ceux-ci soient tristes, tragiques ou heureux. Cette histoire, vous pouvez la réécouter, ici même bien sûr, mais ce podcast est aussi disponible dès à présent sur iTunes. Passez une bonne semaine, salut.